Bien, je vous remercie. Je pense qu'on va plus tarder à commencer. Donc, pour cette session, nous accueillons Fabien Vossel de Scrap Proxy, du coup, qui va nous permettre de devenir en 20 minutes des experts du scrapping. Et donc, ça tombe bien parce qu'on a 20 minutes pile. C'est parfait. C'est parfait. Merci Mathieu pour l'intro. Qui a déjà fait du scrapping parmi vous? Ouais. Qui n'en a jamais fait du coup? Qui a déjà utilisé ChatGPT? Parfait, vous avez 12 fait du scrapping, donc c'est parfait. Moi, je m'appelle Fabien. Voilà, ça fait plus de 20 ans que je fais du scrapping. Je suis aussi le créateur de Scrapproxy, qui est un outil libre et open source. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. C'est un outil qui vous permet de gérer des flottes, des milliers de proxys. Et on va regarder comment en démarrer et bypasser certaines protections. Mais avant de commencer, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Voilà, c'est l'histoire d'Isabella. Isabella, elle est étudiante, elle est brillante et elle vient de finir ses études. Et là, en fait, elle a une passion, Isabella. Tous les ans, elle part voyager dans le monde pendant un mois dans un pays un peu au hasard. Sauf que Isabella, c'est une personne qui est très, très organisée, en fait. C'est-à-dire, elle va choisir un pays au hasard, mais elle va préparer son voyage pendant toute l'année. Ça lui prend une année pour préparer un mois de voyage. Et elle se dit, mais c'est quand même assez fou de passer autant de temps à préparer un voyage en 2024 avec autant de données, avec de l'IA. Il y aurait peut-être en fait quelque chose à faire, un LLM qui me donnerait la liste des choses à visiter, les hôtels à récupérer, les avions à prendre, voilà, toutes ces parties. Mais elle se dit, bah, si ça n'existe pas, bah, je pourrais créer un business autour de ça. Et là, Isabella se dit, OK, mais pour faire ça, pour pouvoir entraîner une IA là-dessus, je vais avoir besoin de données. Mais pas un petit peu de données, beaucoup de données. Il va falloir que je récupère tout ça. Donc, il va falloir qu'elle scrape toutes ces données. Sauf que Isabella, elle réfléchit vraiment en avance. Si elle fait un business et que ça marche, elle ne peut pas se permettre que son business s'écroule parce qu'elle fait quelque chose qui n'est pas légal, qu'elle ne puisse pas le faire. Donc, elle va vraiment surveiller au début de son business. Est-ce que c'est légal de récupérer des données? Donc déjà, elle va faire attention de ne pas faire écrouler le site web en face, de faire un DDoS. Elle va faire peu de requêtes, elle va s'occuper à ce que le site web ne tombe pas. Donc si ça c'est bon, derrière, elle va regarder, est-ce qu'elle va récupérer des données privées, genre des noms, prénoms, ce genre d'infos qui peut être privé, donc qui tombe sous la GDPR. Évidemment, elle va récupérer que des noms d'hôtels, des endroits, des revues, ce genre de choses, que de la donnée publique. Et bien sûr, derrière, elle ne dira jamais en fait se créer un compte pour récupérer de la donnée. Donc elle ne va pas passer le login et signer ce qu'on appelle les termes et conditions des sites pour pouvoir récupérer la donnée. Donc a priori, si tout est bon là-dessus, voilà, Isabella elle va pouvoir récupérer la donnée. Alors laissez-moi vous montrer le site web que Isabella elle va récupérer qui s'appelle Trekkie Review. J'aurais besoin de ton aide parce que c'est une live démo. Alors, vous m'entendez bien comme ça? Ouais, super. Alors, le site web, c'est Trekkie Review. Donc, Trekkie Review, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu une sorte de TripAdvisor. Si vous cliquez en fait sur le bouton Search, par exemple, sur Paris, vous avez une liste d'hôtels sur Paris. Et Isabella, elle va vouloir récupérer, par exemple, ces 50 hôtels sur Paris. Donc, si vous avez effectivement, vous cliquez sur un hôtel, vous allez avoir plein d'infos comme le nom de l'hôtel, la description de l'hôtel, l'endroit et surtout les revues. Elle est vraiment intéressée par récupérer les revues. Sauf qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, en fait, ce site web, il est super protégé. C'est-à-dire, il y a plein de niveaux de protection et Isabella, pendant cette présentation, elle va devoir dépasser ces différentes protections. Voilà, on a level 1, level 2, etc. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment le site web il est fait. On va rester sur la page principale. Tac, je vais ouvrir l'inspecteur réseau. Hop, parfait. Et je vais aller dans l'éditeur réseau. Est-ce que vous voyez bien? Ouais? Ouais, super. Donc, si je rafraîchis, en fait, comment ça se passe? Donc, d'abord, j'arrive sur la page principale, ce qui est ici le level 1. Voilà. Ensuite, si je clique sur le bouton de recherche, on va arriver sur la liste en fait, des hôtels. Il y aura de la pagination ici à gérer. Et si je clique sur un hôtel, voilà, on a l'UID avec de l'hôtel, on peut avoir la réponse. Donc, la réponse, c'est du HTML et on va devoir récupérer l'information dans le HTML. Les revues, par exemple, elles sont ici.
au niveau des commentaires. Voilà, c'est exactement ça que Isabella, elle veut récupérer. Donc elle veut l'automatiser, cette partie-là. Sauf que Isabella, elle n'est pas folle. Elle n'a pas envie de se taper tout ça à la main. Extraire dans du HTML, ça peut vraiment être fastidieux. Donc elle va utiliser un framework. Et pour ça, elle va utiliser un framework qui va gérer plein de choses qui s'appelle Scrappy. Qui connaît Scrappy? Ouais, quelques-uns. Donc ça, c'est un des frameworks les plus utilisés. Il est en Python, ça fait une dizaine d'années que ça existe, c'est open source. Ça va vous gérer tout le parsing, l'extraction de données, ça va gérer le retry des requests, les erreurs, toute la parallélisation, etc. Donc c'est globalement ce qui est le plus utilisé dans le monde du scrapping. Scrappy, comment ça fonctionne? Eh bien, ça fait tourner ce qu'on appelle des spiders. Le spider, ça contient toute la logique pour aller récupérer un site web. Donc c'est une classe en Python avec un beau nom et à l'intérieur il y a plusieurs méthodes. Première méthode, au niveau de start request, ça va vous définir les URL que vous allez pouvoir récupérer. Quand vous avez le résultat, donc le moteur de Scrappy va passer ça à la méthode parse et derrière vous pouvez faire l'extraction de données structurées. Ici on va utiliser en fait une méthode d'extracteur CSS et on va récupérer le nom. Et dans la vraie vie, ça vous donne à peu près ça. Voilà, donc c'est le même spider que vous voyez, la classe Python, et derrière vous avez le start request, ensuite le parse, quand on va aller récupérer la liste des hôtels sur Paris, on va gérer la pagination, on extrait les liens des hôtels, et quand on a chaque hôtel, on va extraire ici le nom, l'email de l'hôtel et les revues. C'est ce qui nous intéresse. Eh ben, j'ai plus qu'à le lancer. Donc si je le lance ici, en fait, ça va aller relativement vite. Vous voyez, et j'ai récupéré très rapidement mes 50 hôtels. Voilà. Donc vous pouvez faire ça, vous pouvez enfin récupérer des millions, ce genre de choses. C'est plutôt ce qu'Isabella veut faire. Mais pour la démo, là, j'en récupère que 50. Évidemment, ça, c'est pas la vraie vie. Ça marche jamais du premier coup. En général, vous êtes bloqué. Par exemple, hop, je vais aller changer en fait la version du site web. Ici, je vais passer au niveau suivant, donc le niveau 2, hop, et je vais lancer ce spider. Sauf que cette fois, je vais me récupérer une belle erreur parce que le site web, il m'a bloqué. Alors là, on a un anti-bot sur le site web, il est super cool. Il me dit pourquoi je suis bloqué. Dans la vraie vie, ça n'arrive pas, hein. Derrière, vous avez un captcha où il vous bloque, où il y a plein d'autres méthodes un petit peu vicieuses pour pouvoir vous bloquer. Donc là, il me dit, attention, c'est bizarre, je ne te connais pas. Tu es identifié en tant que Scrappy ici. Voilà, ici, Scrappy. Par défaut, en fait, quand le scrapper il va se connecter au site web, il va envoyer plein d'informations, des headers, qui identifient en fait le scrapper. Chrome va faire la même chose, Firefox va faire la même chose. Ici, les headers par défaut, c'est Scrappy. Donc le site web dit « Oh, toi, tu passes pas ». Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller changer ces informations. Mais lesquelles vais-je prendre? C'est pas compliqué. Je vais retourner en fait sur mon site web. Je vais regarder dans la liste des requêtes que j'envoie. Donc ça, c'est toujours mon Chrome, et derrière en fait on voit les requêtes qui sont les headers dans la requête qui sont envoyés. Et par exemple j'ai cette info ici en bas, le user agent, vous le voyez, donc c'est Mozilla, Linux, ce genre de choses. Donc je vais plutôt essayer d'envoyer ça. Alors si j'envoie que ça va pas marcher non plus. Parce que maintenant, en fait, les sites web, ils vont regarder beaucoup plus d'informations. Ils vont regarder tous les headers et ils vont vérifier que c'est cohérent. Par exemple, ici, on a des headers de sécurité qui vont permettre de confirmer ça. Donc, si vous modifiez ça au hasard, ce que font basiquement tous les scrappers, derrière, vous allez vous faire détecter tout de suite. Donc, je vais rajouter en fait ces headers ici. Hop là. Donc, il me suffit d'aller dans le spider encore. Voilà. Ici, je vais mettre le bon user agent. Oh, j'adore, j'ai copilote là. Ça remplit ça tout seul. Hop, il va me mettre a priori tout ce qu'il faut de manière cohérente. Ça complète correctement. Et là, il va dire au spider, tu es sous Windows, tu n'es pas un mobile. Et il reste un dernier header de sécurité à rajouter. Voilà. Donc, il me fait passer pour un navigateur sous Windows. Donc, si je relance derrière le spider, eh bien, ça passe. Voilà. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment une protection basique que vous avez sur des sites web. Sauf que réellement, dans la réalité, ce n'est pas ça qui va vous arriver. En fait, si Isabella va se connecter sur un site commercial, donc on va passer par exemple au level 3, je le lance, ce qui va se passer, c'est plutôt ça. J'arrive à récupérer quelques infos et tout de suite, je suis bloqué. Vous voyez là, il me dit retry, 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 retry.
et j'arrive pas à récupérer les informations tout simplement parce que je suis en train de faire trop de requêtes à partir de mon PC ou d'un serveur. Et donc si je fais trop de requêtes, il va falloir que je change ma stratégie. Je ne vais pas pouvoir rajouter des temps entre chaque requête. Peut-être que je veux récupérer 1 million de requêtes en 1 heure, donc je ne peux pas me permettre d'attendre pendant un mois. Donc il va falloir que j'utilise ce qu'on appelle des proxys. Qui a déjà utilisé des proxys? Cool, vous regardez tous Netflix aux US. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que c'est un proxy? Un proxy, en fait, c'est un système qui va relayer la requête du spider jusqu'au site web. Donc, en fait, le site web, au lieu de voir une adresse IP qui renvoie à des millions de requêtes, il va voir plein d'adresses IP envoyer peu de requêtes. Donc, vous allez bypasser tout ce qui est rate limit. Et il y a plein de types de proxys. Le premier type de proxy que vous pouvez rencontrer, c'est ce qu'on appelle les proxys data center. Globalement, vous installez un software sur une VM Amazon et vous avez une nouvelle adresse IP. Donc ça, c'est cool, sauf qu'il y a un petit problème avec ça. Si on regarde techniquement comment ça marche, c'est plutôt au niveau de l'adresse IP. Il faut savoir que l'adresse IP, en fait, que va vous fournir Amazon, elle appartient à ce qu'on appelle un IP range, voilà, où ils vont mettre toutes leurs VM dedans. Et ces IP range, ils en ont plusieurs, parce que les adresses IPv4, ça coûte cher, hein, il n'y en a pas beaucoup. Ils vont, une fois qu'ils les ont achetés, ils vont les associer à ce qu'on appelle un Autonomous System Number. Sauf que le nom de l'Autonomous System Number, il s'appelle Amazon. Il y en a pour Microsoft, pour Google, etc. Et il y a des bases de données, en fait, qui vous donnent la correspondance inverse. Vous mettez l'adresse IP et ça va vous donner ça. Donc, c'est très facile de bloquer une adresse IP qui vient d'un data center. Du coup, on va avoir une autre astuce. On va utiliser ce qu'on appelle les proxy ISP. Donc, les ISP proxy, Internet Service Provider Proxy, ils ont un petit trick. En fait, c'est pareil. C'est des proxys qui tournent sur des machines virtuelles. Sauf qu'il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre l'adresse IP du data center. Vous pouvez amener vos adresses IP. Vous pouvez louer des adresses IP. Par exemple, je peux aller voir Verizon, AT&T aux États-Unis, leur louer un IP range, alors pour un paquet de thunes, pour être très honnête, et derrière, utiliser une des adresses IP et me la signer sur le serveur. Du coup, je vais être mélangé en fait avec des vrais utilisateurs de mobile, de boîtes internet, voilà, de box que vous avez chez vous, et derrière, je ne serai pas détecté. Sauf qu'on peut quand même détecter en fait ça. Donc, il y a un troisième type de proxy qu'on peut utiliser qui s'appelle les proxys résidentiels. Qui connaît les proxys résidentiels? Quelques-uns. Attends, je repose la question. Qui a déjà joué à une app sur son téléphone? Cool. Donc globalement, quand un développeur en fait il développe une application sur son téléphone pour vous, hein, il a envie peut-être d'être payé pour ça. Donc première chose, donc soit il vous vend un abonnement, soit il met de la pub avec des vidéos qui vont débloquer des fonctionnalités, ce genre de choses, soit il partage votre bande passante. Alors ça, vous l'avez accepté, c'est dans les terms and conditions, ce genre de choses, tout en bas. Voilà, c'est pour ça que je joue pas en fait sur mon téléphone, parce que j'ai pas envie de me faire partager ma bande passante. Bon, rassurez-vous, les fournisseurs de proxy en général, ils font des KYC assez sérieux parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des attaques de crypto dessus et derrière de se faire bloquer leur réseau et de se faire fermer leur société. Donc ils font sérieusement quand même leur boulot. Alors maintenant, on va utiliser en fait Scrapoxy justement pour brancher ça en fait à Scrappy pour que Isabella elle puisse avancer. Alors juste pour vous expliquer comment ça fonctionne, Scrapoxy, c'est super simple. Imaginez que vous voulez récupérer en fait des prix dans l'aérien, des prix sur Amazon, parce que vous faites un comparateur en ligne. Vous allez vous connecter au site web, voilà, sauf que vous allez vous faire bloquer tout de suite. C'est pour ça que vous allez mettre en place Scrapoxy, qui lui va se connecter en fait aux API des cloud providers ou des services de proxy, va démarrer en fait énormément de VM, alors les VM les moins chers possibles, et derrière va router le trafic et vous allez pouvoir passer. Alors Scrapoxy, c'est super simple à utiliser en fait. Tac, c'est une machine Docker. Tac. Si je tourne un conteneur Docker, je vais avoir Scrapoxy qui tourne en 2 secondes. Voilà, ça y est, c'est prêt. Donc maintenant, j'ai plus qu'à me connecter sur l'interface de Scrapoxy. Hop, avec mes credentials hyper sécurisés, allez voir une conf sur la sécurité, mettez pas admin password. Voilà. Derrière, j'ai déjà un projet. Sur ce projet, qu'est-ce que je peux faire?
eh bien, je peux rajouter des connecteurs. Bon, il y a plein de types de connecteurs, des connecteurs data center comme AWS. Vous rajoutez votre access key, votre secret key que vous récupérez en 2 secondes. Voilà, vous pouvez rajouter des choses plus compliquées, des fournisseurs de proxy, du proxy matériel, des fermes de téléphone, ce genre de choses. Alors, j'ai déjà rajouté en fait un connecteur AWS. Donc, je vous le montre. Donc là, sur mon interface AWS, j'ai pas d'instance là, vous voyez. Et là, Scrapoxy s'est connecté sur l'API d'AWS et lui a demandé de démarrer des instances. Donc là, elles sont en train de démarrer, ça va orchestrer tout ça. Et vous voyez, elles sont déjà prêtes. Et sur Scrapoxy, on va avoir la liste de mes instances, tout un tas de métriques comme le trafic reçu, les requêtes, ce genre de choses. Et surtout, l'adresse IP en fait de l'instance utilisée et la géolocalisation. Donc là, elles se baladent tous dans le data center d'AWS à Dublin et il ne me reste plus qu'à connecter en fait Scrapoxy à Scrappy. Donc derrière, c'est super simple. J'ai juste une petite modif à faire en fait dans mon Spider. Je vais modifier la manière dont Scrappy envoie les requêtes. Donc ils utilisent des middleware pour intercepter en fait les requêtes et il va dire, le middleware va dire envoie toutes les requêtes au lieu de les envoyer directement, tu les envoies à Scrapoxy. Donc derrière, si je démarre le Spider, donc j'ai juste modifié le middleware, rien d'autre, hein. J'ai toutes les requêtes là qui passent. On va les voir passer dans Scrapoxy. Donc vous voyez les requêtes qui passent, j'ai 100% de success rate. Donc je passe à travers l'Irlande maintenant. Et derrière, si je reviens sur mon Spider, voilà, j'ai récupéré tous mes items. Donc ça, c'est un premier niveau de protection que vous pouvez avoir. Il nous reste 5 minutes pour faire un deuxième niveau assez cool. Donc allons sur l'autre niveau, niveau 4. Donc je le démarre. Et là, en fait, si Isabella va se connecter sur un site d'e-commerce, tout de suite, elle est détectée en fait au niveau des types de proxy. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, impossible. Il va falloir que je change de type de proxy. Donc pour ça, je vais utiliser en fait un gros fournisseur de proxy qui est lituanien, donc Smart Proxy. Et je vais le connecter derrière sur Scrapoxy. Donc je vais rajouter un connecteur, j'ai déjà des credentials. Donc ça, c'est de l'ISP. Je vais mettre 10 proxys basés aux États-Unis. Hop, je démarre ça. Je vais éteindre ce qu'il y a sur AWS parce que je n'ai pas envie de payer. Et ça, c'est bien avec Scrapoxy. Ça va vous gérer en fait l'orchestration et vous réduisez votre coût de scrapping de 80%. C'est ce que les clients qui l'utilisent disent. Donc vous voyez là, Scrapoxy, derrière, il est en train d'éteindre les instances AWS. Et derrière, par contre, je devrais avoir des proxys aux États-Unis. Donc si je vérifie sur la couverture, OK, ils sont bien aux États-Unis. Et si je relance derrière mon Spider, Scrappy envoie ça à Scrapoxy, Scrapoxy envoie ça à Smart Proxy aux États-Unis. Et vous voyez, toutes les requêtes sont en train de passer, et ainsi de suite. Et derrière, je récupère toutes les données. Voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à l'utiliser. J'ai plein de stickers hyper cool. C'est de l'open source. On est dans une conf open source. Le meilleur moyen de soutenir un projet open source, c'est une star sur GitHub. Franchement, ça aide énormément le projet. Voilà. Et je pense que j'ai peut-être le temps pour une ou deux questions. Exactement. Donc si vous avez quelques questions sur cette présentation. Ça reste à ce level ou il y en a d'autres que tu n'as pas eu le temps de nous présenter Il y a plein d'autres challenges. C'est bon, vous m'entendez? Ouais. Il y a plein d'autres challenges que je fais en dehors des 20 minutes. Il y a démarrer en fait des navigateurs et faire aussi de la désobfuscation de code. Voilà. Donc, aller comprendre comment un antibot fonctionne, aller essayer d'émuler en fait son code et ce genre de choses, quoi. Merci. Une autre question? Ouais. Scraproxy, c'est un vrai proxy HTTP finalement. Est-ce que je peux le binder avec Cilium ou un WebDriver si j'ai trop de JavaScript à interpréter, ce qui n'est pas humain en fait pour graber trop de données. Alors, il faut que tu parles plus fort, je t'entends. Est-ce que je peux le Oui, parce que les autres entendent, mais pas lui du coup. Ouais. Scraproxy, c'est un proxy HTTP. Ok.
Est-ce que je peux le binder facilement avec un Selenium WebDriver si j'ai trop de JavaScript à interpréter ou un simple proxy où c'est plus que du HTML, trop de data en fait ou trop de code JavaScript pourri qui m'empêche de travailler. C'est possible, ça se branche sur du Selenium, du Puppeteer, ça se branche. J'ai plein de tutoriels sur le site web qui expliquent comment tu le branches là-dessus. Et on peut aussi optimiser avec Puppeteer Playwright le chargement, typiquement lui dire, bah voilà, sur cette page, tu récupères le JavaScript et sur tout le reste, tu n'utilises pas les images. Parce que derrière, en termes de bande passante, c'est pas terrible. On s'en fout des images, hein, sauf si vous entraînez mid-journée. Mais sinon, à part ça, on s'en moque. Voilà. Mais ça fonctionne. Merci. Moi, j'ai juste une petite question. En termes de droit sur les images, là, tu as montré quelques règles, mais ça ne te donne pas du tout le droit aux images. C'est pas parce que tu peux y aller sans login que tu as le droit des images. C'est à toi ta responsabilité après de trier ce que potentiellement tu as le droit. Tout à fait, c'est peu importe en fait la donnée, que tu la récupères à la main, que tu l'automatises. En fait, après, il y a des règles, il y a une législation qui bouge énormément en ce moment. La législation sur le scrapping, elle bouge tous les ans, donc il faut être un petit peu alerte. Après, si vous respectez ces grands principes, je n'ai pas parlé des copyrights, mais c'est ce genre de choses. Typiquement pour les images, si vous générez une image qui est trop proche d'un original, ça s'appelle du plagiat. Donc voilà, alors c'est pas du scrapping, hein, mais c'est la loi française sur le droit d'auteur, quoi. Voilà. Merci.